intégrés en troubles concomitants. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Attends, je suis trop vite. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec le contenu de cette présentation. Les objectifs de la capsule, c'est en fait de vous aider à mieux comprendre les pratiques là, d'intégration de soins, comprendre les avantages des soins intégrés, synonyme, explorer les différents types et modèles d'intégration et s'approprier surtout, en fait, le gros message, être comment vous l'approprier, comment améliorer vos pratiques ou vos interventions pour qu'elles reflètent un petit peu plus et de plus en plus, si possible, l'intégration des soins et ça dans tous les milieux, dans tous les domaines. Donc, on commence par une vignette. C'est vraiment, on essaie les vignettes qui vous explorent un petit peu, vous mettent en image un petit peu les différents modèles de soins déjà. Donc, commençons par le modèle de type là, non intégré, on pourrait dire un modèle séquentiel. Donc, c'est un homme de 37 ans qui se présente à l'urgence pour traiter des champignons, indiquer des champignons en fil qui sortent de son corps, puis il veut de l'aide, là, il n'est pas confortable avec ça. On sait qu'il consomme du cristal meth, puis ça fait plusieurs mois qu'il se parle tout seul. Il y a des propos paranoïdes, il se fait suivre par la mafia. Ces champignons, ça lui fait des plaies, il se gratte, c'est pas beau, puis il n'est pas confortable. Puis l'équipe regarde ses plaies, puis finalement, ils disent, bon, ben, c'est des lésions de grattage, on te donne la crème, mais c'est sûrement une psychose toxique induite au stimulant, donc on te recommande là, d'aller dans un centre de réadaptation dépendance. Monsieur ne se sent pas compris, puis finalement, il refuse de toute référence, puis à la sortie de l'urgence, ben, il va rechuter, puis il revient quelques jours suivants. Je suis désolée, au micro, je suis aujourd'hui, c'est désagréable. Donc, les jours suivants, le patient se représente à nouveau à l'urgence. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête? C'est qu'est-ce qui aurait pu être différent? Qu'est-ce qui pourrait bénéficier comme soin qui a peut-être été manquant ou qui est passé sous le radar dans ce modèle-là séquentiel? Par la suite, essayons le modèle parallèle. Donc, toujours le même monsieur, il se présente à l'urgence pour les mêmes problèmes, mais là, il réalise que, OK, peut-être le cristal meth affecte mon comportement, ça me coûte cher, il y a des enjeux, donc j'accepte la référence et finalement, là, s'en va en hébergement, en dépendance ou en thérapie résidentielle pour cesser le cristal meth. En même temps, au même moment, à l'urgence, ils ont fait une référence au guichet d'accès en santé mentale pour une évaluation de son état mental. Donc, peut-être qu'il y a un petit tour de roue à faire au niveau de la santé mentale aussi. Cependant, après son admission en thérapie, bien sûr, il ne va pas bien, le patient. Les autres résidents se plaignent de ce comportement, il reste éveillé, celui-là qui se parle tout seul toute la nuit, puis il semble vraiment se méfier des autres, finalement. Il prend il y a une petite escarmouche qui explose avec une patiente qui pense qu'elle fait partie là, de la famille Rizzuto. Puis, vu qu'il y a eu quand même eu des menaces, un comportement violent avec l'autre résidence, bien, on a mis fin à son séjour thérapeutique. Et bien sûr, encore une fois, le patient, il a rechuté à sa sortie, puis il est retourné à l'urgence, encore une fois, rebelote pour les mêmes problématiques. Qu'est-ce qui est arrivé selon vous? C'est quel aspect encore là qui manquait dans la prise en charge de monsieur? Qu'est-ce qui fait que monsieur, ça revient les mêmes difficultés? On va essayer de trouver une solution ou en tout cas, du moins un modèle qui peut-être pourrait aider à éviter les portes tournantes pour ce type de patient-là et pour plusieurs de nos clientèles. Donc, c'est quoi un soin intégré? Ben, en bout de ligne, est-ce que c'est tout faire en même temps? Est-ce que c'est tout faire? Ben, oui et non. Ça veut dire qu'on essaye de traiter minimalement les deux troubles. Hein. On parle de santé mentale et de dépendance, mais souvent, c'est même plus qu'un trouble. Ça va être un trouble de santé mentale ou deux, hein, un trouble de personnalité limite avec un trouble de maladie affective bipolaire et un ou deux troubles et plus de dépendance qui peut être cannabis, alcool mélangé. Et se rajouter à ça, des troubles peut-être même de santé physique, des troubles cognitifs, de l'isolement social. Donc, c'est minimalement deux troubles qu'on doit traiter de façon simultanée par la même équipe. À l'inverse des autres modèles qu'on vient de se présenter rapidement, un modèle séquentiel qui est traité un trouble en premier pour après avoir droit, on pourrait dire, à traiter le deuxième trouble. Par exemple, une personne qui consomme de l'alcool va cesser son alcool, va s'aider de traiter ton alcool. Puis si jamais tu as encore des symptômes dépressifs, parce qu'on sait que ça peut induire des symptômes dépressifs, si après avoir cessé l'alcool, tu as encore des troubles dépressifs, bien OK, on pourrait traiter ta dépression, mais encore là, c'est conditionnel. Le modèle parallèle, on le voit beaucoup par le cas qu'on vient de voir aujourd'hui, entre autres. Hein? On va traiter tous les problèmes en même temps, le TOC, la dépendance. On essaie que tous les problèmes soient bien adressés, mais à différents endroits. Ce qui fait que on a besoin des fois de bien communiquer entre les différents endroits.
Ça demande une organisation chez la personne, une disponibilité, un horaire, quand même un agenda de premier ministre. Puis davantage, les deux troubles, puis on le voit dans la littératie, bien, les personnes qui, dans la littérature, plutôt les personnes qui présentent des troubles concomitants ils ont déjà plus de difficultés à s'organiser par même le trouble. On sait que dans la dépendance, il y a le critère de ne pas être capable de répondre à ses obligations personnelles ou professionnelles. Ça parle que c'est difficile juste par la dépendance de te présenter à des rendez-vous, d'être à l'heure, d'être organisé. Mais là, tu as deux troubles qui te désorganisent simultanément. Donc, si on te demande de te présenter à plusieurs rendez-vous par semaine, à être à l'heure, à être adéquat, mais c'est sûr que ça demande quand même un certain niveau d'autonomie. Une personne très, très sévère dans ces deux troubles ne pourrait peut-être pas bénéficier correctement d'un système parallèle, en plus de toute la communication et de l'accessibilité qui est complexe. Le modèle séquentiel et parallèle, par contre, c'est quelque chose qui est correct aussi, là. Puis actuellement, dans les services au Québec, c'est beaucoup des services séquentiels et parallèles qui sont ouverts, qui sont offerts. En fait, les traitements intégrés, actuellement, il y en a spécialisés en traitement intégré, il n'y en a pas tant, mais c'est pas ça qu'on tend nécessairement. On tend surtout à améliorer tous vos traitements pour que vous soyez plus confortable dans l'intégration de soins. Mais pourquoi on parle de traitement intégré? Parce qu'on le voit que dans l'ensemble, les résultats sont meilleurs. Les patients répondent mieux à un traitement intégré, même si les coûts parfois sont un peu supérieurs, on voit qu'il y a des coûts-bénéfices quand même par les charges indirectes. Les patients ils naviguent mieux à travers le système. Il y a une diminution des temps passés aux urgences, diminution des ressources. Les intervenants aussi se sentent plus confortables, se sentent plus compétents quand ils comprennent un peu qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que les coûts sont plus importants parce que souvent, c'est des plus petits caseloads. On a des gestionnaires de cas ou des intervenants pivots qui vont prendre la personne dans sa globalité. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'aider à prendre en considération que ces deux troubles désorganisants, donc quoi faire pour mieux les aider. C'est quoi les approches? C'est quoi la vision d'un traitement intégré? C'est premièrement l'empathie, la compassion, l'optimisme et la confiance. Moi, je dis souvent quand on a ces patients-là, qu'on dit ils ont tous les troubles, les double trouble en anglais, bien, ça fait que les gens vont se sentir impuissants, vont dire c'est un cas perdu, c'est un cas trop complexe. Mais non, il y a plein de choses qu'on peut faire, puis surtout avoir l'espoir en ces patients-là, puis sans dire qu'on a comme intervenant, mais croire aux patients aussi, c'est l'important du principe d'un traitement intégré, c'est croire que malgré qu'il y a des difficultés, il y a des choses qu'on peut faire, puis il faut y croire fondamentalement. Aussi, que l'alliance thérapeutique, on vous casse les oreilles avec l'alliance thérapeutique, mais c'est la base. Si vous avez réussi à avoir un lien thérapeutique avec votre patient, ça fait gros partie de la job. Le gros de votre job est fait parce que c'est vraiment souvent ça, ces personnes-là qui ont eu des enjeux différents, des différentes, on pourrait dire, des approches qui ont été confrontées dans leur vie, peut-être certaines portes fermées ou certains balles de ping-pong par les services séquentiels, mais ça se peut qu'ils sont méfiants. Donc, si vous arrivez à avoir une approche thérapeutique, une alliance forte, c'est important. Parfois, pour développer l'alliance thérapeutique avec les personnes qui ont des troubles concomitants, mais il faut démontrer une certaine flexibilité. Il faut accepter parfois les retards, accepter de faire peut-être des relances téléphoniques parce qu'on sait que les deux troubles sont désorganisants, je ne dirais pas assez. Est-ce qu'il y a des trucs, des façons pour favoriser les présences, des rappels à la pharmacie, garder de l'argent de côté? Est-ce qu'il y a des façons créatives qu'on peut augmenter la flexibilité pour aider la personne puis se centrer sur ses forces et se centrer sur ses besoins? Aussi, les approches intégrées, c'est des approches multidisciplinaires où est-ce qu'il y a une collaboration interprofessionnelle super importante. Parce que vu que c'est tout à la même place au même moment, bien, si la personne a besoin de faire des dépistages TSS, si elle a besoin de faire des prises de sang, son injection d'antipsychotiques, par exemple, c'est à la même place. L'infirmière pourrait peut-être avoir pour faire un enseignement sur les bonnes habitudes de vie, sur la gestion tabagique, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On aborde la santé mentale, on aborde la dépendance, la consommation, l'hébergement, la qualité de vie, les projets. Donc, on essaie vraiment d'y aller avec le portrait global et holistique ou général de la personne et qu'on aborde tout en même temps selon, bien sûr, un niveau de soins puis une continuité de soins. Finalement, on vise aussi qu'à travers les soins intégrés, la personne ait une suite par la suite. Des fois, c'est des épisodes, mais qu'on s'assure qu'une transition soit optimale, qu'on accompagne la personne, qu'on soit capable aussi d'aller la chercher si elle a de la misère à se présenter, par exemple, par le reaching out ou l'outreach. Et finalement, dans la vision des soins intégrés, il y a tout le soutien organisationnel et structuré, donc toute la formation. Ça ici, c'est un des modèles que j'aime bien. En fait, lisez pas tout en détail.
C'est juste que qu'est-ce que je veux présenter de ce modèle-là? C'est oui, c'est un modèle à palier, comme on voit les premières lignes, deuxième ligne, on pourrait dire, de soins, avec des niveaux plus spécialisés, mais qu'est-ce qui est le fun dans ça? C'est la flexibilité. C'est possible de partir du niveau 1 au niveau 5, au niveau 4, au niveau 2. C'est vraiment c'est un vrai, on pourrait dire, no wrong door, où est-ce que les personnes, tout dépendant de leurs besoins, peuvent se promener d'un niveau à l'autre puis recevoir les soins adaptés. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer de tendre. C'est vraiment améliorer la fluidité, la flexibilité entre les différentes ressources, ce qu'on n'a pas du tout actuellement. Qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde vive? C'est vraiment ça ici. Ce modèle-là parle qu'il y a d'un côté de l'échelle, il y a toutes les personnes qui travaillent en dépendance, puis de l'autre côté, c'est toutes les personnes qui travaillent en santé mentale, qui devraient tendre à devenir un peu plus capables, un peu plus de partir de débutants à intermédiaires vers la complémentarité. Donc, si moi, je travaille dans un centre en dépendance, ben, j'essaie d'améliorer mes compétences en santé mentale. Je suis peut-être débutant en santé mentale, mais je suis très bon en dépendance, ben, je vais développer, peut-être par la formation, peut-être par mes intérêts, peut-être par la discussion de cas particulièrement, ben, développer pour devenir un petit peu plus intermédiaire, vraiment tendre à qu'il y ait une transformation progressive dans vos équipes pour devenir un petit peu plus capable, un peu plus compétent dans ces modèles-là. C'est vraiment ça qu'on vise, de s'améliorer tout doucement. Donc, ça veut dire quoi? On va dire concrètement pour un patient quand on pourrait lui offrir, par exemple, un modèle de troubles concomitants, de traitement intégré en troubles concomitants. Si on revient à notre vignette, monsieur s'est représenté encore à l'urgence pour les mêmes problèmes, puis finalement, il est rencontré par une travailleuse sociale à l'équipe. Puis, cette travailleuse sociale-là lui verbalise finalement, ah, tu vas être tanné hein, de revenir tout le temps, d'être anxieux, c'est fatigant pour toi toute la place que prennent les champignons. Aimerais-tu qu'on rencontre quelqu'un, puis peut-être elle réfère à une personne du CIV qui pourrait l'aider vraiment à diminuer son anxiété. Dans un meilleur des mondes, le CIV vient la rencontrer rapidement, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de contestation, tout va bien dans le meilleur des jours. Il rencontre rapidement l'intervenante du CIV. En même temps, toujours à l'urgence, le médecin propose des antipsychotiques pour diminuer l'importance des champignons. Il trouve que ça va peut-être t'aider à te calmer, tu vas trouver que ça prend moins de place dans ta tête, les champignons. Donc, le patient accepte les antipsychotiques. Finalement, lors de ses suivis ou avec le CIV, plusieurs sujets sont abordés. Ça peut être le cristalmètre. Il ne veut pas nécessairement le cesser, mais il y a des interventions motivationnelles qui sont faites et de réduction des méfaits. Les plaies vont être regardées au niveau de la santé physique, peut-être même une consulte en dermato. Ils vont parler de la prise de médication, de l'antipsychotique, peut-être s'ils vont transférer pour un injectable ou par la bouche, faire les bilans métaboliques. Le fonctionnement du patient en général va être abordé. Est-ce qu'il a le goût de faire? C'est quoi ses projets de vie? C'est quoi l'hébergement? Est-ce qu'il a besoin d'aide dans la gestion budgétaire? Donc, toute la globalité du patient va être abordée lors du CIV. J'ai mis comme exemple le CIV, mais ça peut être vraiment relatif aussi aux organismes et à la disponibilité dans votre région. Il y a certains intervenants plus pivots dans un CLSC qui pourraient faire la même vision de traitement intégré que j'ai marqué dans le CIV, ou même des organismes communautaires, ça dépend vraiment de la disponibilité de votre région et de l'accessibilité. L'idée, c'est de garder en tête qu'il faut intégrer, qu'il faut essayer d'aborder tous les sujets possibles, bien sûr dans une certaine hiérarchisation des besoins, mais décider et centrer avec le patient. Vous pouvez changer les choses, c'est possible. Vous pouvez sentir que vous êtes meilleur en traitement intégré. Vous pouvez dire que moi, je me sens pas expert, c'est juste des experts qui sont bons en traitement des troubles concomitants. Ben non, on peut devenir meilleur, on peut changer les choses, c'est possible. Des fois, c'est des petites choses qu'on doit faire au niveau individuel, des petits changements. Par exemple, l'amélioration des traitements, ben, tenter de systématiquement aborder les deux problématiques. Fait que même si je suis en centre qui adresse plus la santé mentale, ben, d'essayer de systématiquement, dans mes notes, dans mes évaluations, me mettre un onglet dépendance pour essayer d'y penser. Que dans mes outils d'évaluation, par exemple, il y a certains GASMA qui vont, dans leur première évaluation, vont rajouter l'onglet de dépendance pour être certaine de ne pas l'oublier, tout comme dans l'IGT en dépendance. Bien oui, on va parler de la santé mentale, mais est-ce que c'est réellement réutilisé plus tard dans le reste du suivi? C'est ça qui est à questionner. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être possibles pour améliorer systématiquement l'accès au traitement aussi. Le No Wrong Door, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Bien, faut-tu faire du reaching out? Faut-tu faire des appels? Est-ce qu'il peut y avoir des gestionnaires de cas, des intervenants pivots pour aider les patients à naviguer à travers les différents niveaux? On sait comment c'est compliqué pour nous-mêmes. Pour nos patients déjà désorganisés, c'est encore plus difficile. Est-ce qu'on pourrait améliorer la détection systématique? Tout ça, c'est des choses que vous pourriez discuter en équipe de qu'est-ce qu'on voudrait prioriser pour se rendre un petit peu plus capable comme équipe. Parce qu'en fait, dans le diagramme entre les deux axes santé mentale et dépendance,
Mais des fois, certaines équipes vont décider d'avoir un spécialiste en dépendance, c'est dans une équipe de santé mentale, ou avoir des partenariats, justement. Les partenariats, ça peut être que dans mon équipe, encore là, il y a un psychiatre qui va venir une fois par mois dans mon équipe au CRD pour au moins faire des évaluations. Ça augmente déjà la capacité. Puis, si vous êtes présent en plus à l'évaluation, par exemple, avec la psychiatre, mais vous allez apprendre un peu plus comment évaluer, comprendre un peu le jargon médical, un peu mieux comprendre leur façon, leur diagnostic pour vous sentir plus compétent. Tous ces petits changements-là, des axes d'amélioration possibles, c'est pour ça aussi que dans le nouveau formulaire ECHO, si vous présentez un cas, vous allez remarquer comment tentez-vous d'offrir les traitements intégrés à la personne parce que vous avez du pouvoir. C'est vraiment ça le message qu'on veut vous donner, c'est que vous avez la chance de pouvoir améliorer vos connaissances et vos capacités pour améliorer les soins pour qu'ils deviennent de plus en plus intégrés, même si actuellement, peut-être vous offrez seulement extraordinairement un travail de séquentiel peut-être ou parallèle, mais ça reste que vous pouvez, même si vous offrez un service dans une approche parallèle, augmenter quand même vos compétences au niveau intégré. Hop, finalement, d'autres améliorations possibles. Vous pouvez faire de la formation. Parfois, moi, je parle souvent de l'avantage de la formation continue ou croisée. En fait, utilisez vos contacts si vous voulez aller voir, je ne sais pas, moi, vous travaillez dans un CRD, bien, vous pourriez peut-être demander à vos collègues en centre de crise d'aller les voir comment ils travaillent ou aller même une journée d'observation, parler à la coordonnatrice pour aller en psychiatrie pour essayer de mieux comprendre, pour aussi être des réseautages pour le partenariat qu'on parlait précédemment, mais me sentir compétent, voir, OK, il y aurait peut-être ça que je pourrais m'en inspirer, c'est ça qui fonctionne. En santé mentale, bien, vous pourriez aller visiter les thérapies résidentielles pour mieux comprendre un peu c'est quoi cette réalité-là, pour que ça soit moins quelque chose d'inconnu, de flou, parce que c'est aussi votre responsabilité. Vous avez la capacité d'augmenter vos compétences puis vous sentir moins impuissant par rapport à ça. Parfois aussi, la supervision individuelle, la discussion de cas, le co-développement peuvent être des meilleures façons pour améliorer les compétences. Aussi, il n'y a pas d'amélioration sans évaluation en principe. Donc, c'est important de trouver des indicateurs pour dire, OK, on était débutant en santé mentale, là, on veut devenir plus compétent, plus intermédiaire. Donc, quel indicateur? Qu'est-ce qui ferait qu'on voit qu'on s'améliore de mieux en mieux, qu'on a une meilleure aise dans l'équipe? Donc, s'évaluer, s'assurer qu'on se trouve des indicateurs peut aider aussi à assurer qu'on offre un meilleur traitement intégré. Puis finalement, bien, tout ça, ça ne peut pas se faire sans l'aval non plus des gestionnaires et de la grosse boîte en haut qui nous assure que c'est la bonne chose à faire. Souvent, le CECTC, hein, le Centre d'expertise et de conseil en concomitant peut aider à améliorer les pratiques, justement. Vous n'êtes pas seul, il faut que vos gestionnaires acceptent aussi que le traitement intégré fasse partie, soit important, soit une priorité pour l'établissement, parfois par des chartes des valeurs, par dire des ententes de principe en disant c'est important de traiter comme il faut les personnes présentant des troubles concomitants, c'est dans nos valeurs intrinsèques de notre établissement, donc on veut le marquer noir sur blanc qu'ils sont accueillis, que ces changements-là soient appuyés. Que vous êtes pas seul à vouloir tout seul dans votre bureau faire ces changements-là, que c'est tout un tout. Toutes ces belles améliorations-là possibles, en espérant que ça vous aide à vous inspirer, à vous dire comment je pourrais tendre à être meilleur, bien, dites-vous que vous n'avez pas à tout améliorer d'un coup. C'est vraiment de viser des améliorations qui sont réalistes pour vous, qui sont réalistes pour vos équipes. L'idée, c'est vraiment de vous sentir plus compétent. Vous faites de votre mieux pour améliorer les deux problématiques en même temps, tout en favorisant l'accessibilité, la flexibilité et l'alliance. C'est déjà, là, si vous, à chaque jour, en CLSC, en CRD, en centre de crise, vous dites, OK, comment je peux faire de mon mieux pour essayer d'intégrer mieux les services, vous en faites énormément déjà pour les patients et les personnes qui vivent avec les troubles concomitants. N'oubliez pas aussi là, les deux problématiques, trouver des moyens pour justement assurer cette façon systématiquement-là de ne pas oublier les deux problématiques. Dites-vous qu'on n'est pas vraiment des spécialistes en troubles concomitants. On est des spécialistes en flexibilité, en alliance thérapeutique, comme vous l'êtes déjà beaucoup. Donc, c'est juste vous faire confiance et trouver des moyens pour développer davantage vos compétences et les outils pour vous sentir plus compétent dans l'autre bord. Il n'y a pas vraiment de spécialistes pour, justement, les majorités des personnes qui présentent des troubles concomitants ne sont pas en centre spécialisé, sont dans les ressources premières, deuxième ligne, organismes communautaires. Donc, d'autant plus, vu que vous êtes déjà confronté à cette clientèle-là, c'est à vous d'ajuster, mais de vous sentir plus compétent. Parce que vous êtes capable d'être plus capable. C'est vraiment ça le message. En espérant que cette petite capsule-là vous parle, vous aide un peu
développer votre créativité pour comment améliorer vos soins intégrés et surtout vous rassurer, vous êtes compétent, vous pouvez juste continuer d'améliorer les soins. Merci. Bonne journée. Avez-vous des questions?